Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle Minute Santé. Vous avez été nombreux à me demander de parler de la réanimation dans mes vidéos. Je me suis dit que ce serait sympa de reprendre le concept de ma vidéo « Un infirmier, c'est quoi au juste ?», en parlant des spécificités du métier d'infirmier en réanimation. Je vous invite donc à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Parce que j'ai pas envie de faire doublon et que donc je ne reprendrai pas les bases du métier d'infirmier qui sont explicitées dans cette vidéo. On se retrouve après l'intro. Alors déjà, petite précision, je travaille en réanimation médicale. Je ne connais pas du tout le fonctionnement de la réanimation chirurgicale, je me contenterai donc de parler de ce que je connais. Un infirmier en réanimation s'occupe de 2 à 3 patients. Dans mon service, les infirmiers en poste s'occupent de 3 patients en même temps. Le cadre légal fixe le ratio à 2,5 patients pour un infirmier. Nous avons donc 2 infirmiers en plus par roulement, un qui s'occupe des préparations médicamenteuses et un autre qui aide l'ensemble de la réanimation. Bon, je vous parle de réanimation médicale, mais la réa, c'est quoi exactement? C'est le service le plus aigu, c'est-à-dire l'endroit où les patients reçoivent les soins les plus intensifs. Les patients en réanimation peuvent avoir une défaillance d'un organe ou de plusieurs en même temps. En clair, les patients en réanimation ne vont pas bien. Pas bien du tout. Pour de multiples raisons que je ne vais pas pouvoir expliciter dans cette vidéo, les patients peuvent être intubés, donc plongés dans le coma artificiel du moins au début de l'intubation, ou sous ventilation non invasive, VNI. Ils peuvent être également totalement conscients et autonomes sur le plan respiratoire, mais avec de gros risques de décompenser de façon aiguë et grave. Pour résumer, les patients en réanimation vont être instables sur plusieurs plans. Sur les plans respiratoires, hémodynamiques, neurologiques, sur le plan infectieux, de la thermorégulation, de l'élimination, etc. Et parfois sur tous les plans en même temps. Le but de la réanimation va être de suppléer pendant le temps le plus court possible une ou plusieurs des grandes fonctions de l'organisme. La respiration avec l'intubation, la VNI, la trachéotomie et même parfois l'ECMO véno-veineuse, l'hémodynamique avec des remplissages, des catécholamines et divers médicaments, la fonction rénale avec la dialyse, les médicaments encore une fois, le cœur avec de nouveau des médicaments et l'ECMO artério-veineuse, etc., etc. C'est pour ces raisons qu'en réanimation, on s'occupe de si peu de patients en même temps, parce qu'ils demandent tous énormément de surveillance et de soins. Mais bref, commençons par prendre une journée type en réanimation pour illustrer ce que fait l'infirmier dans ce service. Déjà, la plupart des réas en France sont en 12 heures. Dans mon service, on commence les transmissions à 7h15 avec l'équipe de nuit, une étape qui est commune à tous les services intra-hospitaliers. La particularité des transmissions en réanimation est qu'elles sont structurées par grandes fonctions de l'organisme. On reprend la fonction respiratoire, la fonction hémodynamique, neurologique, etc. pour ne rien oublier. Donc même si on ne transmet que 3 dossiers au maximum, les transmissions peuvent être très longues. On vérifie ensuite les prescriptions médicales en recalculant chaque posologie en fonction du poids du patient. Débute alors notre premier tour des patients. Le plus long puisqu'on doit vérifier entièrement les chambres, les machines, les alarmes et le matériel d'urgence. On administre les médicaments de 8 heures, etc. Comme dans tous les services, notre journée est rythmée par les tours de surveillance et par des médicaments à administrer. Ça, c'est un petit peu la base à l'hôpital. Viennent ensuite les transmissions médicales paramédicales. Comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo sur le sujet, elles sont primordiales, puisqu'elles permettent de compléter les transmissions que se font les médecins entre eux. Au cours de la matinée, nous réalisons en binôme avec les aides-soignantes et les auxiliaires de puériculture les toilettes. Il faut savoir que les enfants vont nécessiter des soins de confort toutes les 4 heures et ceux qui sont curarisés toutes les 3 heures. Ces nurses sont indispensables pour éviter la formation des escarres, les déformations osseuses et des atteintes pulmonaires comme les atelectasies dans certains cas. En début d'après-midi, nous recevons les nouvelles prescriptions médicales qui couvrent 24 heures. Maintenant, je vais m'arrêter là pour la description de la journée type parce que si on avait que 10 médicaments et des tours toutes les heures avec 3 patients, la réanimation, ce serait très facile. Ce qui n'est pas forcément le cas. Déjà, il faut savoir que des bilans sanguins sont réalisés sur les patients plusieurs fois par jour. Et qui dit bilan, dit résultat. Qui dit résultat, dit adaptation de la prescription médicale. Donc ajout ou suppression d'antibiotiques, d'électrolytes ou tout autre type de médicament. Et pas forcément besoin de résultats biologiques pour entraîner un changement de prescription médicale.
Les enfants en réanimation étant tellement instables qu'il va suffire d'une petite variation hémodynamique, neurologique ou infectieuse, va entraîner tout un tas d'actions différentes à entreprendre et notamment des médicaments à préparer et à injecter rapidement. Les patients en réanimation ont presque tous des cathéters centraux. Tous les 4 jours, la totalité des lignes de perfusion doivent être changées en stérile. C'est une tâche qui prend du temps et qui doit être anticipée si on ne veut pas que ça nous mette dans le jus comme on dit. De même, les sets de dialyse doivent être changés toutes les 72 heures. Donc tous les 3 jours, il faut intégralement changer le circuit de la dialyse. Encore une fois, c'est quelque chose qui prend du temps et qui doit être vraiment anticipé. Et il faut savoir qu'en réanimation, les patients sont difficilement transportables au bloc, par exemple. Il y a donc plein de gestes chirurgicaux qui vont être réalisés en chambre et qui mobilisent du temps et du personnel. Fibroscopie, ablation de VAC et fermeture abdominale, retrait de canule d'ECMO, et des gestes réalisés par les réanimateurs eux-mêmes, aidés par les infirmiers. Pose de cathéters centraux, cathéters de dialyse, de cathéters artériels, intubation, extubation, etc. Mais il y a quand même des transports indispensables comme les scanners et les IRM. Et pour réaliser ce transport, il y a toute une préparation qui doit être effectuée en amont. Montage et test du respirateur de transport, du scope, de l'aspiration de transport, prévoir de changer entièrement les tubulures au retour du scanner parce qu'il y aura plein de nœuds dedans, etc. Les infirmiers participent également à tous les entretiens avec les familles, que ce soit pour une annonce de diagnostic, une évolution favorable ou défavorable, etc. Les familles vont être très demandeurs auprès de l'équipe soignante du fait de la maladie aiguë dont souffrent leurs proches. Et puis il y a le cœur de la réanimation, le sang de la veine comme on dit, l'imprévu, appelé aussi situation d'urgence. Et là, c'est compliqué d'expliquer toutes les situations qui peuvent arriver. Un enfant qui chute brutalement sa tension, remplissage multiple, transfusion, mise sous amine, ou bien un enfant intubé qui désature, qui malgré les aspirations, l'augmentation de la FiO2 continue de désaturer, on le reprend au ballon, on lui fait une radio, on découvre un pneumothorax, on l'exsuffle en urgence, ou un arrêt cardiaque qui mobilise beaucoup de personnel, qui nécessite de passer des drogues, examen en urgence pour rechercher l'étiologie, pouvant aller jusqu'au branchage en urgence en ECMO par l'équipe de chirurgie cardiaque. Et croyez-moi, les situations d'urgence, ça arrive très souvent. Même si c'est pas l'arrêt cardiaque comme dans les films, ce sont des situations qui prennent du temps à chaque fois. Et parallèlement à la situation d'urgence, on a toujours 2 enfants qui sont là et qui sont pas forcément stables de leur côté. Heureusement, les autres infirmiers sont là pour aider l'infirmier qui est en PLS avec cette situation d'urgence, pour l'aider soit à gérer ses autres enfants, soit à gérer sa situation si c'est vraiment très compliqué. La réanimation étant le service le plus aigu de l'hôpital, il peut y avoir plusieurs entrées et sorties dans une même journée. Et une entrée implique très souvent pas mal de gestes à effectuer de façon plus ou moins urgente sur le patient. Par exemple, un enfant qui arrive non techniqué pour un choc cardiogénique va devoir être intubé, on va devoir lui mettre une sonde nasogastrique, une sonde urinaire, un cathéter central, un cathéter artériel, lui brancher les drogues et divers médicaments, monter les tubulures en stérile, et plus ou moins le brancher sous ECMO, sans oublier de le surveiller de façon très pointue. En fait, en réanimation, tout peut rapidement prendre du temps et vous mettre dans la merde. Donc, on apprend à anticiper, et la règle « ne remets jamais à plus tard ce que tu peux faire maintenant » s'applique comme jamais dans ce service. Parce que votre journée peut très bien commencer en mode chill, vos enfants sont à peu près stables, vous enchaînez vos tours, vos médicaments, et là, BAM! Le petit du 502 ne pisse plus, il monte sa créate, il faut lui mettre un cathéter de dialyse, le dialyser en urgence, donc monter une dialyse. Merde, les alarmes de pression ne font que sonner quand on branche la dialyse, vous mettez une demi-heure à mettre les tuyaux de la bonne manière pour que les pressions ne soient pas trop élevées, vous êtes dans le jus. Ou alors une entrée bien vénère qui vient plomber votre organisation. Et l'élément perturbateur ne se produit pas forcément sur votre secteur. Parce que oui, ça j'en ai pas parlé parce que ça me paraît évident, mais en réanimation, les équipes sont énormément soudées. Quand une situation d'urgence se produit à l'autre bout du service, si nos enfants ne sont pas eux-mêmes en urgence immédiate, on va aider et on laisse toujours quelqu'un pour surveiller le secteur. Mais on va aider ses collègues, ça c'est quelque chose on réfléchit même pas. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai tout fait pour pas faire doublon avec ma première vidéo. Je n'ai donc pas parlé des connaissances spécifiques, des liens que doit faire l'infirmier et de la rigueur avec laquelle il doit entreprendre sa surveillance. C'est très compliqué de synthétiser ce qu'on fait en réanimation. Si j'étais pas tenu par le temps, je pense que je pourrais tenir 2 heures sur le sujet sans aucun souci. Parce que j'ai pas parlé par exemple de la surveillance du niveau de sédation des patients, de l'évaluation de la douleur, de l'éthique. Une grosse question qui se pose en réanimation, des limitations thérapeutiques. Il y a trop de choses à dire, j'ai oublié plein de choses. Bon, j'espère que cette vidéo ne sera pas inutile pour autant et qu'elle vous aura plu. J'ai fait une vidéo sur la réanimation, j'ai écrit ce qui me venait quand je pense à la réanimation. Peut-être que dans 2 semaines, je vais me dire, mais merde, t'aurais pu aborder tel point, c'est beaucoup plus important que tel point, on s'en fout de tes exemples de merde. Bref, je ne sais pas du tout, je n'ai pas de recul. Faites-moi vos retours, je les lirai avec grand plaisir. Et je compte continuer ce format pour d'autres services et aussi d'autres spécialités. J'aimerais beaucoup parler du métier d'auxiliaire de puériculture et de l'aide-soignante, des professionnels de santé avec qui je travaille tous les jours en binôme. Je vous dis à la prochaine, salut!